Bonjour, je m'appelle Isabelle Saporta, je suis journaliste. Hier, Corinne Lepage a publié une tribune sur le site reporter.net et alors qu'elle avait soutenu Emmanuel Macron à la présidentielle, elle affirme aujourd'hui s'être trompée et elle déclare « Avec Macron et Hulot, nous sommes entrés dans une ère de régression de la politique d'environnement ». Vous êtes d'accord avec elle ? Ben ouais, je suis assez d'accord avec elle. Oui, non, mais je trouve que Macron est très habile par contre, parce que choisir Hulot, qui était le symbole de l'écologie, qui représentait vraiment le rêve des écologistes, et arriver à en faire une personnalité inaudible, qui a perdu tous ses arbitrages contre Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, je trouve que c'est très bien joué de sa part. Mais vous trouvez qu'il sert encore, ou en tout cas qu'il défend toujours les intérêts écologiques, Nicolas Hulot ? Il est encore utile dans ce gouvernement ? Écoutez, moi, on l'a reçu hier à Europe 1, Nicolas Hulot, pendant 3/4 d'heure, et c'est vrai que j'ai vu quelqu'un d'engagé, c'est un homme engagé, on voit bien qu'il croit en ses combats. Par contre, il y a l'homme engagé qui est tout à fait respectable, et il y a les résultats qu'il a obtenus depuis qu'il est au gouvernement, c'est-à-dire il y a 1 an. Et on voit bien qu'il a perdu quasiment tous les arbitrages. Donc si vous voulez, moi, je ne remets pas en question l'homme, et ça, je ne me permettrai pas de le juger. Mais par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment c'est même plus des couleuvres qui l'avalent, c'est des boa constrictors. Quoi. Je vais vous dire, c'est un truc de fou. Il lance les états généraux de l'alimentation. Génial, fantastique. Il se les fait, mais subtilisé braqué même, parce que subtilisé c'est trop chic, braqué par Stéphane Travert, et il perd tous les arbitrages et on se retrouve avec le glyphosate, avec la vidéosurveillance dans les abattoirs qui passe pas. Vous voyez ce que je veux dire ? On va revenir là-dessus, mais en une semaine quand même, le gouvernement a fait adopter à la fois la loi alimentation, on va y revenir, il prévoit de faire baisser le prix du permis de chasse, il a présenté sa loi littorale. À gauche, on explique que cette politique, c'est la politique des lobbies, l'agroalimentaire, la FNSEA, les chasseurs, les promoteurs immobiliers. C'est vrai, selon vous aussi ? Ça y ressemble quand même beaucoup, on ne peut pas dire, c'est vrai. Et puis quand on voit la question des amendements, par exemple celui de Delphine Bateau, que l'UIPP, donc le lobby de l'agrochimie, enfin des pesticides, avait avant même les députés, il y a quand même un vrai problème, quoi. Oui, ça y ressemble beaucoup, c'est-à-dire qu'on voit bien que sur les arbitrages, on fait effectivement plaisir aux promoteurs, plaisir aux vendeurs de pesticides, plaisir à la FNSEA, plaisir à la grande distribution. Enfin, plaisir à tout le monde, sauf aux citoyens lambda, quoi. En même temps, le gouvernement explique qu'il ne faut pas que la loi soit trop contraignante. C'était le cas notamment sur les amendements qui avaient été déposés contre la publicité sur les alimentations type grasse, justement les aliments gras. Ah oui, non, mais ils sont très forts pour ça. C'est toujours été le même bullshit. Ça, on est bien d'accord. C'est-à-dire, en fait, le bullshit d'or, c'est de dire que ce sera de l'autorégulation. C'est comme ça qu'on fait depuis le début avec l'industrie agroalimentaire. Et c'est comme ça que ça ne marche pas. C'est tout. L'autorégulation, voilà, on arrive avec le scandale de Lactalis sur le lait maternel. On arrive avec des lasagnes avec du cheval dedans plutôt que du bœuf. Si vous voulez, l'autorégulation, ça ne fonctionne pas. Donc, bien sûr qu'il faut que ce soit contraignant. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on croit ? Qu'effectivement, si on n'interdit pas le glyphosate, les agriculteurs qui gagnent déjà 350 € par mois, qui sont contraints dans une espèce de magma qu'est la politique agricole commune, d'eux-mêmes, ils vont se mettre dans un système qui est quand même plus compliqué au départ. Moi, je suis pour, effectivement, l'agroécologie, mais il faut les guider, il faut les aider. Ils ne vont pas tout seuls se faire harakiri, c'est évident, quoi. Un dernier mot quand même sur la politique d'Emmanuel Macron. Hier, nous recevions le coprésident de la Fondation Copernic, Karl Gazi, et il vous a posé une question. Il vous demande si vous estimez, vous, que l'autoritarisme, la violence et le libéralisme dogmatique, dit-il, dont fait preuve Emmanuel Macron sur les questions sociales, est aussi vrai sur les questions environnementales. Non, je crois que sur les questions environnementales, vraiment, je vais vous dire, je vais être grossière, il n'en a rien à foutre. Ça ne l'intéresse pas du tout. C'est-à-dire que je pense qu'il voit ça effectivement comme une contrainte qui empêche le business model, c'est-à-dire au fond, effectivement, si on veut que les promoteurs continuent à bétonner, il ne faut pas de loi littorale. Si on veut... La COP21, son engagement, tout ça, c'était de la communication pour vous ? Pour le moment, ça y ressemble, on ne peut pas dire le contraire. C'est qu'on a Make Planet Greta Thunberg d'un côté et de l'autre, qu'est-ce qu'on a fait, quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait pour la rendre Greta Thunberg ? On vient de se faire épingler par l'Europe sur la pollution de l'air. Je veux dire, il y a un moment, il faut des actes forts. C'est quoi les actes forts en matière d'environnement pour le moment ? Il n'y en a pas. Justement, vous ne le trouvez pas assez fort, l'engagement du président de la République sur les grands traités mondiaux, les grands traités de libre-échange, par exemple, c'est contradictoire avec les engagements écologiques ? Ça c'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire, effectivement, et alors ça aussi, Hulot
énième couleuvre encore pour Hulot, parce que c'était quand même quelqu'un qui se battait contre ces traités de libre-échange en disant ça va être des importations de bœuf aux hormones, d'une agriculture qui est moins bonne que la nôtre, etc., etc. Il était en pointe là-dessus, Hulot, et il est en train d'avaler encore des couleuvres là-dessus aussi. Et ça n'a pas de sens, c'est-à-dire on a, si vous voulez, ce que je trouve dément, c'est qu'on se retrouve avec une Brune Poirson, qui est la secrétaire d'État à l'écologie, qui nous dit on va mettre en place la feuille de route pour l'économie circulaire, ça va être extraordinaire, vous verrez, tout ira bien, Madame la Marquise, circuit court, machin, etc. Et d'un autre côté, on est en train de signer sur tous les traités de libre-échange, donc on n'est pas dans le circuit court du tout, et on va mettre en danger nos paysans. On a aussi, là, il vient de signer pour la raffinerie Total de la Med, où on va importer 300 000 tonnes d'huile de palme. Je veux dire, là, on est tous sauf dans le circuit court aussi. Donc, si vous voulez, moi, le problème, il est là. C'est-à-dire que, si vous voulez, il n'y a pas que de l'amour, il y a des preuves d'amour, comme on dit. Donc, si vous voulez, il y a un moment, si on est écolo, ben, on est écolo. On n'est pas écolo en disant « Ah, je suis écolo », et de l'autre côté, on signe sur tous les trucs les plus dégueulasses qui soient, quoi. Ça n'a pas de sens. Vous parliez des conditions de vie aussi des paysans. Est-ce que, bon, j'imagine que non, mais selon vous, la loi agriculture et alimentation répond aux préoccupations des agriculteurs? Est-ce qu'ils vont pouvoir vivre de leur travail demain grâce à cette loi? Est-ce qu'ils vont pouvoir peser face à l'agroalimentaire demain? Il y a Yves Gigon qui vous dit sur Twitter que l'agriculture et l'élevage traditionnels sont en liquidation justement face à des grandes politiques sans vision. Mais il a tout à fait raison et c'est une catastrophe parce que si vous voulez, le vrai truc, c'est que ce qu'il faudrait, c'est que la politique agricole commune soit réorientée vers d'autres modèles. Là aujourd'hui, la FNSEA est en train de monter au créneau en disant il va y avoir une baisse de la dotation de la politique agricole commune. C'est vrai, mais le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il est aujourd'hui que 80% de cet argent de la PAC, il part sur 20% des exploitations les plus grosses et les plus destructrices d'environnement et d'emploi, si vous voulez. Donc, il faut changer de logiciel. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a changé de logiciel? L'élevage de poules, on a changé de logiciel? Non. C'est hallucinant. Il y a un moment, il n'y a rien qui a bougé, si vous voulez. C'est statu quo. C'est-à-dire qu'on voit que les citoyens veulent un autre modèle et qu'on a des politiques frileux, au mieux frileux, au pire, complètement vendus au lobby, qui n'ont pas avancé. C'est quand même, c'est affligeant. C'est affligeant. Sur le glyphosate, comment vous analysez justement le fait que l'interdiction n'ait pas été inscrite dans la loi? C'est la démonstration la plus flagrante aujourd'hui d'un recul des annonces du gouvernement. Alors moi, je vais vous dire, sur le glyphosate, c'est le bal des faux culs à deux détentes, si je puis me permettre. D'abord, première détente, il fallait se battre au niveau européen. Je veux dire, Emmanuel Macron, quand il a envie de se battre au niveau européen, il monte au créneau. Là, il n'est pas monté au créneau. Donc là, il nous dit, ah, mais grâce à moi, c'est pas un renouvellement pour 15 ans, c'est que pour 5. D'accord? Donc dans 4, on est reparti pour un nouveau renouvellement. On n'a pas du tout dit que ce serait arrêté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la première chose, c'est qu'on ne s'est pas battu au bon endroit. Et deuxième chose, effectivement, là, ils ne le mettent pas dans la loi. Mais vous savez pourquoi ils ne le mettent pas dans la loi? Parce qu'au fond, si on dit dans 3 ans, nous, on arrête en France. Sauf que le reste de l'Europe va continuer pendant 2 ans encore. Donc nous, on sera les seuls paysans à arrêter dans 3 ans. Donc si vous voulez, là où donc c'est une bataille à l'échelle européenne, vous dites? Bien sûr, c'est là qu'il fallait se battre. Donc moi, je suis très déçue qu'il n'y ait pas le symbole fort de le mettre dans la loi. Mais au fond, à partir du moment où on ne s'est pas battu au niveau européen, c'était le bal des faux culs, cette loi. Bruno Genin aussi sur Twitter vous interpelle et vous dit que les sols agraires et leur écosystème ont été les grands absents des discussions pendant cette loi. Il a raison, on ne reconnaît pas assez les écosystèmes agricoles. Et on s'en fout complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que là, le vrai problème, c'est que c'est de la faute du syndicat majoritaire. Là, pour le coup, c'est de la faute de la FNSEA. Mais oui, parce qu'à partir du moment où eux ne défendent qu'un seul modèle, qui est le modèle de l'agriculture productiviste, et que le reste ne les intéresse absolument pas, qui considèrent que c'est un truc pour faire plaisir aux bobos, ils se battent pas pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se battent que pour ce modèle dominant. Et moi, quand j'avais sorti mon livre noir, ça remonte pas maintenant, c'est 2011. Hein, je me souviens très bien. J'avais en face de moi déjà la FNSEA qui me disait oui, mais Isabelle Saporta, vous vous rendez pas compte, le productivisme, ça fonctionne, les paysans vivent bien. Aujourd'hui, il y a la moitié d'entre eux qui gagnent pas 350 € par mois. Ils sont malades des pesticides qu'ils épandent. Donc, je veux dire, il y a un moment, je vois pas pourquoi on continue à mettre de l'argent dans ce modèle qui ne fonctionne pas. Et on a 90% des points de surveillance de nos eaux de surface qui sont contaminés par les pesticides. Enfin, on s'arrête quand, quoi? J'ai une dernière question, Isabelle Saporta. Derrière ce projet de loi, il y avait aussi la question de la souffrance animale. La souffrance animale, c'est une question morale, c'est une question morale ou c'est une question politique? C'est une question de bon sens, presque. C'est une question d'humanité, quoi.
C'est-à-dire que comment on continue dans un système complètement hallucinant, où les animaux sont malades, où les gens sont malades, où les gens qui travaillent dans les abattoirs sont malheureux. Ça n'a pas de sens. La vidéosurveillance dans les abattoirs, c'était vraiment quelque chose de nécessaire. Et là, qu'est-ce qu'on en a fait? Ah non, mais alors ça va être volontaire pour ceux qui sont vraiment volontaires, pour ceux qui ont vraiment envie de se faire filmer. Donc ça n'existera pas. Le broyage des poussins, c'est entériné. La libération des poules en cage, j'ai envie de vous dire, c'est pas pour demain. Donc si vous voulez, il y a un moment, on est en train de se... En fait, on a des politiques qui sont en train de se battre pour maintenir un modèle passéiste qui ne fait plus vivre les paysans et qui fait peur aux consommateurs. Donc je ne comprends pas en fait. Je comprends pas. Merci beaucoup Isabelle Saporta. Lundi, je recevrai Yann Brossa. Non, c'est pas moi d'ailleurs, c'est Pablo Piovien qui recevra Yann Brossa, l'adjoint à la maire de Paris en charge du logement et de l'hébergement d'urgence. Vous avez une question pour lui? Oui, comment on fait pour que Paris ne soit pas une ville de riches pour les riches? Eh bien, nous transmettrons la question. Merci beaucoup.